Alors, je vais parler à partir de ma clinique de sage-femme parce que c'est en tant que sage-femme que vous m'avez invitée. Donc, évidemment, c'est complètement un autre langage et je m'en excuse. Voilà. Alors, vous dire d'abord que la maternité pour une femme arrive, on va dire, après 9 mois de grossesse. D'abord, la grossesse, l'accouchement et la prénaissance immédiate sont des événements qui sont exclusivement féminins. Donc, ça n'arrive pas aux hommes. C'est uniquement aux femmes que cela arrive. Donc, je pars évidemment de la base, mais je réfléchis à partir de la base. Moi. Je vois que vous souriez, mais voilà. Donc, quand une femme est enceinte, on va dire qu'aujourd'hui, enfin, en tous les cas, depuis l'arrivée de la contraception et de l'avortement, l'immense majorité des grossesses sont désirées, en tous les cas consciemment. Voilà. Par contre, l'immense majorité des débuts de grossesse sont dans une ambiguïté folle, parce qu'évidemment qu'il y a toute cette angoisse, y compris pour la première grossesse, de savoir si c'était le bon choix. Parce qu'il y a eu, dans ce début de grossesse, d'ailleurs qu'elle soit interrompue ou qu'elle soit gardée, l'exercice du choix, donc de la liberté. Mais évidemment que la liberté fait peur. Voilà. Donc, quand on est dans un centre d'orthogénie en tant que sage-femme ou quand on est dans une maternité en consultation, on a en face de soi quelqu'un qui a été dans ce moment du choix, avec ce tremblement infini de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'être le matin au centre d'orthogénie, l'après-midi en consultation à la maternité. En face de moi, j'avais des femmes qui allaient prendre des décisions qui étaient contraires et le discours était le même. Voilà. Donc, c'est extrêmement troublant quoi, de voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, on va dire que dans un premier temps, il y a ce temps de l'intime. Ce temps de l'intime est extrêmement perturbé par les nouvelles technologies. Alors évidemment, elles ne sont plus nouvelles maintenant, mais disons que ce qui a énormément perturbé les femmes, c'est l'échographie. J'explique pourquoi. L'échographie est un regard sur leurs intérieurs et où on leur explique ce qui leur arrive à elles. Voilà. Et où elles vont surtout voir le bébé bouger avant de le sentir. Historiquement parlant, c'était le mouvement actif qui était le moment où la femme faisait l'annonce de la grossesse, c'est-à-dire où elle prenait la parole pour dire « je suis enceinte » à sa famille essentiellement, et pour faire cette annonce-là. Aujourd'hui, évidemment que ça s'est énormément rapproché, cette annonce-là, puisque les femmes peuvent faire cette annonce immédiatement après le retard des règles, enfin même pas le retard des règles, quelques jours avant le retard de règles, puisqu'elles ont effectivement la bandelette, et dès qu'elles vont aller chez l'échographiste, elles vont voir le bébé bouger. Ce qui fait que y a un changement dans les temps vécus. Et une femme est enceinte d'un bébé quand elle l'a désiré, par contre, très tôt. Et donc, les 9 mois de grossesse sont plus longs. Ça paraît complètement étrange de vous dire ça, mais il y a quelque chose dans les praticiens où il va falloir tricoter avec le temps, faire patienter. Et le moment où c'est le plus difficile, c'est la fin de la grossesse. Pourquoi ? Parce que une femme qui est enceinte, c'est une femme qui est à 2 chez elle. Donc pour vous, c'est la schizophrénie, je crois, qui est comme ça. Mais pour une sage-femme, quand voilà, on n'est pas schizophrène, c'est que la dame, elle est enceinte. Je vous dis, hein, c'est pas tout à fait le même. Alors, donc, la fin de la grossesse, en fait, elle n'est plus à 2 chez elle, elle est squattée. Et c'est ça qui donne le désir de l'accouchement. Parce que c'est trop, ce bébé qui bouge, ce bébé qui l'empêche de dormir, cette tension du ventre, ces contractions, parce que oui, en fin de grossesse, il y a plein de contractions au niveau de l'utérus, l'appui sur la vessie, enfin, etc. Il y a tout un tas de gènes qui fait qu'à un moment donné,
elle disparaît autour de cet autre qui l'envahit. Alors là, du côté du compagnon, à chaque fois je vais dire très peu de temps parce que je voulais parler essentiellement de la femme, mais je pourrais revenir pour vous parler du compagnon, mais juste, le compagnon, il est en train de voir que non seulement il y a une tension physique pour les femmes, mais évidemment ça s'accompagne d'une tension psychique, puisque la femme est le seul mammifère à savoir qu'elle est enceinte d'un point de vue intellectuel. Donc une grossesse est une communication entre le ventre et la tête, et ce qui fait d'ailleurs toutes les démarches de liberté dans la décision. Donc, la grossesse pour le compagnon, d'un seul coup, il a épousé quelqu'un, ils ont mis un désir d'enfant, on va dire, ça c'est équivalent, des fois c'est les hommes qui ont un désir plus fort, des fois c'est les femmes, mais disons que ça s'est fait ensemble. Aujourd'hui, il y a quand même une majorité d'histoires d'amour, donc voilà, c'est quand même plaisant pour le professionnel de santé. Et là, d'un seul coup, le compagnon, il s'aperçoit que sa femme, elle a un caractère qui est beaucoup plus labile, elle pleure beaucoup plus facilement, elle s'énerve, voilà. Donc, on lui a changé sa femme, là. Et donc, il commence à avoir une petite appréhension est-ce que c'était bien ça? Donc, le compagnon, quel que soit son désir d'enfant, voilà, il faut que le désir soit assez fort quand même, parce que sinon il a une véritable inquiétude qui le ramène à lui. On va dire que la dame arrive au moment de l'accouchement. Alors là, le sujet était la physiologie, c'est ça mon sujet, donc je sais, hein, juste je voulais vous parler de la grossesse 2 minutes, voilà, du point de vue de la clinique d'une sage-femme. Arrive le moment de l'accouchement. Alors, l'accouchement, les choses ont énormément changé, là aussi, pas à cause de l'échographie, mais à cause de la péridurale. Alors tout de suite, je vous dis, j'ai travaillé pendant 40 ans à la maternité des Lilas et on a été la 3e maternité de France à avoir la péridurale. Pourquoi ? Parce qu'avant la péridurale, c'est-à-dire pendant les 8-10 premières années de ma pratique de sage-femme, il n'y avait pas de péridurale. Il y avait donc un pourcentage de femmes, je dirais à peu près 15%, qui étaient cassées à vie, en plus dans nos yeux, de la douleur de l'accouchement. J'ai bien dit 15% des femmes. C'était une douleur qui ressemblait à de la torture. Quel que soit l'accompagnement qu'on pouvait faire, quelle que soit l'empathie dans laquelle on pouvait être, ça ne changeait rien. Et surtout, on avait un au secours dans nos yeux, en face de nous, auquel on ne pouvait pas répondre. Donc, la péridurale, s'il fallait que je me rebatte pour la péridurale, je me rebattrais à fond pour la péridurale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, évidemment, que c'est l'argument central de la suite que je vais vous expliquer. Une fois que j'ai dit ça, donc du coup, je ne vais pas le redire. Normalement, je leur dis 3-4 fois parce que les gens n'entendent pas, mais je vous le dis qu'une seule fois. C'est-à-dire que, oui, il est hors de question que je retravaille dans un endroit où il n'y a pas de péridurale. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que les péridurales ont commencé à monter. Donc, oui, les 15% de femmes hyper traumatisées, c'était super. Et puis les 15% de plus, pour moi, c'était très bien aussi parce que c'était des accouchements quand même très durs. L'accouchement, c'est quand même un truc qui est archaïque, sauvage, animal, qui est extrêmement douloureux. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, quand une femme a été préparée, qu'elle a eu les bons renseignements, etc., reste quand même que c'est une épreuve qu'elle va vivre seule, quel que soit l'amour de son compagnon, quelle que soit la façon dont il a tenu déjà pendant la grossesse, etc., quelle que soit la compétence de la sage-femme, son empathie, etc., la contraction d'après, c'est 100% pour la tête à la femme. Donc, même si on l'accompagne, même si on fait tout ça, la douleur, on est seul face à la douleur. Et surtout, ça ne se partage pas. On peut la voir, on peut l'accompagner, on peut la comprendre, la partager, impossible. Moi, le nombre de fois où j'aurais eu envie d'en prendre 3-4 des contractions,
garçon pour qu'elle souffle. Évidemment, bon, impossible. Quand tout va bien. Alors, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le taux de péridurale est à 85% à peu près. Donc, à quoi sert la péridurale? Il permet de suivre 5-6 femmes en même temps. Comme ça, on ne les abandonne pas. On les met sous péridurale. Elles ont plus mal. Et donc, elles peuvent attendre la dilatation complète tranquillement, voilà, en discutant. Voilà, bon. Mais il n'y a plus l'épreuve et le passage par le corps. Alors, je ne sais pas si pour vous, le corps est important, mais pour nous, évidemment, ça l'est. Alors, maintenant que je vous ai expliqué l'accouchement sous péridurale, je vais passer à qu'est-ce qui se passe quand une femme ne prend pas de péridurale. Si tout va bien, si elle a été préparée, si on ne lui a pas trop marché dessus quand elle était petite, si elle a été encouragée dans sa famille, etc., elle arrive vers 6 cm de dilatation. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'archaïsme, la sauvagerie, etc., va la rattraper d'un coup. C'est trop. Donc, elle va appeler son compagnon, elle va lui dire, va la chercher, là, c'est nous. Donc, nous, on arrive. Et là, évidemment, elle va mettre ses yeux dans les nôtres et elle bien droit, là. Et elle nous dit, je vais mourir. Et il n'y a pas de point d'interrogation derrière. Hein, c'est un constat. Évidemment qu'on ne peut pas lui dire oui, mais on ne peut pas lui dire non, non plus. Voilà. Et donc, notre rôle, c'est de se mettre à côté, donc ni à la place, ni devant, ni derrière, à côté, et d'essayer, par des paroles, par quelques gestes très délicats, très subtils, etc., le moins de paroles possible, le moins de bruit possible, etc., de l'aider à accepter ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il faut qu'elle meure à sa génération. C'est-à-dire qu'on va traverser quelque chose qui est de l'ordre de la mort avec elle. Et c'est pour ça que c'est aussi terrifiant. C'est quand on meurt à sa génération qu'on est capable de passer derrière son bébé, donc de changer de génération et de pousser son bébé devant. Donc ça évite les forceps, les épisiotomies, etc. Parce que bien sûr, il y a des, entre guillemets, complications à travers tout ça. Donc, pour une sage-femme, il est important d'aider les femmes à trouver à l'intérieur d'elles-mêmes et avec notre aide, qui à ce moment-là est artistique. Vraiment, il y a quelques moments là de très subtils, d'extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui est extraordinaire en tous les cas pour moi? C'est qu'au moment où on ne croit plus en soi, qui est le cas de la femme, elle a quelqu'un qui est là en face d'elle ou à côté d'elle, à qui elle fait confiance plus qu'elle-même. Vous parlez d'un cadeau. Et c'est la raison pour laquelle les péridurales montent, parce que quand on ne peut pas promettre ça, et bien pour une sage-femme, on va évidemment influencer la dame à prendre une péridurale. On ne peut pas l'abandonner dans une situation comme celle-là. C'est comme une promesse quand même. Donc, on fait quoi? Et bien, on arrête le corps. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un système de santé qui, évidemment, permet, comme on veut, la péridurale, l'ocytocine, les forceps, le machin, le truc. Par contre, aucun hôpital ne peut garantir que la femme va être accompagnée. C'est-à-dire l'accouchement naturel, aujourd'hui, physiologique, est impossible à l'hôpital. Voilà. Ou alors, il faut que la dame elle accouche en arrivant aux urgences. Là, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après? Une fois que la femme elle est passée à travers tout ça, qu'elle est morte à sa génération, qu'elle a mis son bébé devant, on lui le met sur le ventre et elle a ce moment absolument qui ne va pas durer, hein, c'est quelques secondes. Donc, ce moment absolument incroyable où, d'abord, alors ce qu'il y a d'identique avec le compagnon, c'est qu'elle est contente que le bébé va bien, le compagnon aussi. Lui, en plus, il est content que sa femme aille bien. Ce qui n'est pas le cas des femmes. Elles s'en foutent un peu de ce qui leur arrive à elles à ce moment-là. Hein. Pas avant, mais à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un moment où, une fois que tout ça est... Enfin, quelques secondes pour voir que tout va bien, elle est envahie par quelque chose qui est de l'ordre « j'ai gagné ».
mais elle ne sait pas ce qu'elle a gagné. Elle a gagné. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'elle a gagné, mais je sais qu'elle a gagné. Et je sais que le fait qu'elle ait gagné là, c'est pour toute sa vie. Voilà. Et je suis là devant vous pour vous dire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on prive les femmes de ça. Pourquoi j'ai plein d'explications, mais là, je n'ai pas le temps de vous donner les explications et ma vision de sage-femme par rapport à ça. Je vous donne juste la clinique. Alors, elle a ce moment. Ça veut dire quoi pour la suite de sa vie? Ça veut dire qu'on pourra l'écraser, mais elle a une limite. C'est-à-dire qu'elle s'est mis le curseur là. Il ne faudra pas exagérer trop, c'est-à-dire, voilà, elle sait ce qu'elle vaut, voilà, au fond d'elle. Alors, qu'est-ce qui change après avec le bébé? Parce que peut-être il y a des pédopsychiatres ou des gens spécialistes en pédiatrie, entre une femme qui a été périduralisée, qui n'a donc pas eu cette épreuve, ce passage corporel, cette épreuve, cette connaissance d'elle-même au niveau de son corps, et celle qu'il a eue, c'est qu'elles ne sont plus sur la même génération. Et donc, pour la maman, on va commencer la maman qui a accouché naturellement, et puis j'arrêterai là. La maman qui a accouché naturellement, elle aura une référence corporelle et elle va, après quelques jours de suite de couche, parce que, alors là, pour toutes les femmes, aussi bien la femme sous péridurale que celle qui n'est pas sous péridurale, il va se passer la même chose au niveau corporel, c'est-à-dire que cet envahissement corporel de la fin de grossesse, il n'y a qu'un désir au niveau de la femme à ce moment-là, c'est de se retrouver chez elle-même, de pouvoir se contenir dans son propre corps, pouvoir exister. À ce moment-là, dans sa tête, c'est comme avant. Elle ne sait pas que ça ne sera pas comme avant. Mais voilà, à ce moment-là, elle est dans, il faut que j'existe chez moi, que je me retrouve. Et alors, elle pensait que l'accouchement et l'arrivée du bébé, ça allait permettre ça avec juste quelqu'un en plus. Voilà. Et au lieu d'avoir ce corps solide tellement espéré, elle est dans un corps complètement liquidien. C'est-à-dire qu'elle a des pertes vaginales comme elle n'a jamais eu, elle a les seins qui coulent et elle pleure. Donc il n'y a pas un orifice qui n'est pas complètement dans le fait elle se répand dans du liquidien. Donc une femme qui vient d'accoucher, c'est une flaque. Et donc la sage-femme, son travail, c'est évidemment d'être une paille pour qu'elle puisse se réaspirer. Parce que ce n'est qu'à partir de cette réaspiration qu'elle va pouvoir entamer une relation d'amour avec son bébé. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va donc... alors ça, c'est pour les deux. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que pour une femme qui n'a pas eu de péridurale, pour une femme qui a eu une péridurale, en fait, elle n'a pas eu ce passage générationnel. Donc, elle est sur la même ligne. Et elle va découvrir le changement de génération dans son bébé. C'est donc de son bébé qu'elle apprend la maternité. Voilà. Le père apprend sa paternité, pas du tout comme ça. Hein. Je ne vais pas avoir le temps, mais vous n'avez qu'à me poser une question après. Voilà. Mais la mère, voilà. Donc, elle va être dans un regard un petit peu fascinatoire. À chaque fois, je pense à ça. Ça ressemble un petit peu à un tableau qui n'aurait pas de signature en bas. La signature du tableau, ou la signature de n'importe quelle œuvre d'art, d'ailleurs pas spécialement le tableau, dit qu'il y a bien une œuvre d'art, mais qu'il y a quelqu'un qui a été transformé par cette œuvre autant qu'il l'a créée. C'est-à-dire que c'est des deux côtés. De même que dans la Bible, quand on regarde comment est écrit le début de la Bible, on voit que le verbe en araméen précède le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait Dieu n'est pas tant
le fait d'avoir créé le monde, n'est pas tant le fait d'avoir créé le monde, mais que c'est le fait d'avoir créé le monde qui fait Dieu. C'est pas dans le même sens. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer, si vous préférez, que, en fait, cette maternité-là, c'est un tableau un petit peu non signé. C'est une œuvre d'art non signée. Du côté de la femme qui a éprouvé dans son corps, elle va retrouver les racines de sa maternité, elle va les puiser à l'intérieur de ce vécu-là, et elle va petit à petit, dans une espèce de... comment je pourrais dire ça, dans une espèce d'arrêt et de nouveau monde dans lequel elle se trouve, où elle a une peine infinie. C'est-à-dire que pour moi, cette période-là, c'est une période où une femme a besoin d'être consolée, et de façon maternelle. Donc cette consolation maternante, elle l'adresse à son compagnon, qui peut la paterner, mais qui ne pourra jamais la materner. L'idéal étant que il faudrait que sa mère puisse le faire. Toutes les mères ne sont pas capables de materner leur fille, et en général à ce moment-là, elles ont un petit peu tendance à expliquer la maternité par rapport à ce qu'elles-mêmes ont fait. Alors que là, il s'agit d'une nouvelle maternité qui doit se découvrir comme n'importe quelle maternité. Alors, ceux qui ont bien compris ça au niveau de l'Europe, c'est les Espagnols, qui ont été les premiers, comme vous le savez, à faire des lois sur les femmes battues, etc. Eh bien, sur la grande maternité, ils font deux cours de préparation. Et donc, évidemment, c'est évidemment un but dans lequel je suis, pour préparer les grands-mères à quoi ? À ne pas trop toucher le bébé ni le rapport à sa fille à ce moment-là. Mais par contre, alors c'est compliqué qu'il y ait besoin de cours, mais à faire le ménage, à faire à manger, à s'occuper de l'enfant aîné, à sortir, à laisser un peu le couple se parler, etc. Ça, c'est la bonne grand-mère. Mais elles ne le savent pas non plus, ce qu'il faut faire. Donc il y a là quelque chose au niveau de la pédagogie, et éprouver une espèce de joie à nourrir sa fille qui nourrit son petit enfant. Voilà, c'est une chaîne de transmission qui à ce moment-là est complètement concrète et qui va permettre évidemment que les choses se passent au mieux. Donc mon but, c'est d'arriver à faire comprendre ça évidemment aux décideurs, pour que éventuellement toutes ces grand-mères qui travaillent, si elle le désire, si la fille le désire, etc. Je ne vais pas perdre du temps à vous dire tout ça, vous le savez mieux que n'importe qui, puisse avoir un petit peu de temps, genre 5-6 jours, pour passer, et pas peut-être en alternance avec les congés paternité, parce que c'est peut-être pas l'idéal que la belle-mère soit là sur place quand le compagnon est là. Enfin bon, là, il faudrait y réfléchir longtemps, mais je sens que c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'intime dans cette relation-là, qui est autant que la relation de couple, c'est aussi un couple, le couple mère-fille, a besoin de ses secrets, de son intime et de tout ça. Voilà, alors, évidemment que j'essaye de réfléchir autour de ça, et ce que je me dis, c'est que peut-être, je suis contente d'être devant vous parce que c'est pour moi des possibilités de réponse, des possibilités de continuer à réfléchir, etc. Cette haine du corps qui est en marche infiniment, c'est peut-être une peur du corps vivant, et qui est probablement née d'une méconnaissance des processus vitaux. C'est pour ça que je prends la parole en ce moment beaucoup pour raconter les processus vitaux et ce qui s'y passe. Et aussi de ce qui va avec, c'est-à-dire de l'art d'habiter son corps, hein, comme je l'ai dit. Pas d'habiter son corps n'importe comment, c'est habiter son corps avec conscience, confiance. Et la question, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose autour d'une pédagogie de l'enfance qui peut-être devrait être enseignée dès la période de tout petit et tout petite. Ces différences
si vous préférez, moi, je me suis battue pour l'avortement, je me suis battue évidemment pour le droit des sages-femmes, pour qu'elles puissent faire la gynéco physiologique, etc. J'ai beaucoup réfléchi à la physiologie et je me dis que c'est quand même dommage que ça disparaisse et que aujourd'hui, mes jeunes collègues me disent qu'elles n'ont pas la possibilité. Elles n'ont pas vu ce que c'était, ne serait-ce qu'un seul accouchement physiologique à l'hôpital. Elles n'ont juste pas vu. Et donc, elles disent toutes qu'elles ont davantage peur d'une prééclampsie, c'est-à-dire d'un truc vraiment compliqué, hein, que d'une femme qui est sans péridurale. Et donc, je me dis, il faudra probablement une génération de femmes pour rattraper ça et réapprendre aux sages-femmes ce que c'est que la douleur, parce que c'est les femmes qui nous ont appris comment les accompagner. Mais en même temps, je trouve ça dommage que cette perte de savoir soit autant remise en question. Alors, les sages-femmes le savent, c'est pour ça qu'elles se sont tellement battues pour les maisons de naissance, qui est quelque part un conservateur de ce que je suis en train de vous dire. Et elles essayent aussi au niveau des filières physiologiques à l'intérieur. Alors, pour vous dire à quel point c'est compliqué en France, qui est quand même le premier pays pour le nombre de péridurales. Mais pourquoi c'est si compliqué? C'est que il y a une emprise du médical qui est absolument invraisemblable, y compris dès nos études. C'est-à-dire que les seules choses qu'on apprenne, c'est toutes les pathologies, toutes les façons de faire, tous les codes ou tous les protocoles médicaux. Alors, on les connaît par cœur, pédiatriques, etc. Mais ce qui est normal, comment être avec quelqu'un où les choses se passent normalement, comment sur ces... évidemment que l'ensemble des professionnels de santé sont probablement les seuls au niveau d'une nation à être des personnes qui sont sans arrêt dans des traumatismes et qui n'ont jamais été traités pour leur post-traumatisme. Donc, il y a quelque chose dans les études qu'il faut nous apprendre pour savoir qu'on ne sera jamais traité pour nos traumas, parce qu'évidemment, on parle du trauma des femmes, mais accompagner la façon dont ce que ça veut dire que d'accompagner vraiment quelqu'un, c'est évidemment de se laisser atteindre. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un si vous êtes distancié. Donc, on est atteint, et c'est comme ça qu'on répond au plus juste. Et la consolation pour nous, c'est l'art, justement, y arriver, avoir été honoré de la confiance, à genoux, et de pouvoir poser ce genou à terre devant ce cadeau-là. Merci.